Il y a à peu près 1 an et demi, Toinon m'a contacté parce qu'il était en train de travailler sur un outil pour automatiser LinkedIn et il voulait mon avis en fait et c'était le tout début. 1 an plus tard, ils en sont à 2 millions d'ARR en à peine 1 an de commercialisation et ils sortent un nouvel outil tous les 3 mois. C'est juste hallucinant et du coup, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de discuter justement avec Toinon aka El Phoenix pour qu'il nous explique comment ils ont fait et découvrir un petit peu tous les secrets. C'est parti. Comment ça va, Toinon? Ça va super et toi? Bah, ça va nickel. Alors du coup, l'objectif aujourd'hui, c'était d'inviter Toinon pour un vacarme qui, je pense, va faire beaucoup de bruit parce que, comme je l'ai dit, il y a à peu près 1 an et demi, Toinon me contactait parce qu'il commençait à travailler sur un outil pour automatiser LinkedIn, donc un Link Helper bis. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont absolument tout cassé parce qu'ils ont atteint 2 millions d'ARR en 1 an de commercialisation, avec plus de 4000 clients payants de ce que j'ai compris, plus de 26 000 utilisateurs en tout sur 3 outils. Et aujourd'hui, ils ont industrialisé la sortie de produits avec une méthodologie justement qu'on va détailler ensemble et qui leur permet de sortir un nouvel outil tous les 3 mois. Donc c'est absolument gigantesque. Le tout à l'époque avec une équipe de seulement 6 personnes. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus nombreux et donc l'idée c'était justement que tu nous expliques un petit peu tout ça et de comprendre un petit peu tous les secrets derrière Wapi, en fait, la maison mère du coup de prospecting et des 2 autres outils qui sont donc Podawa et Piwa. Donc, qui se concentrent aujourd'hui sur LinkedIn, mais je crois bien, ça, je pense qu'on va en parler derrière, que il y a beaucoup d'autres choses qui se préparent de votre côté, quoi. C'est ça, exactement. Je suis super content d'être avec toi, Benoît, parce que c'est un peu l'histoire, elle a démarré un peu ensemble. Et ça, je vais le raconter un petit peu aussi en détail. Et du coup, c'est super cool d'arriver un an après, un peu plus d'un an après, et venir délivrer tout ce qu'on a appris cette dernière année avec toi sur ton live. Donc, je suis super content. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de présenter comment on passe d'une idée de business à un produit et qui génère du revenu et qui scale, donc qui passe à l'échelle. On va utiliser beaucoup d'anglicismes, j'essaierai de les définir pour ceux qui les ont pas. D'abord, présenter un peu l'activité. Donc, comme tu as dit, Wapi, ça parle à pas grand monde. Nous, ce qu'on développe, en fait, ce qu'on a développé, c'est Prospecting, Podawa, Piwa. Donc, c'est 3 outils SaaS, essentiellement basés sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle du growth marketing, donc growth marketing, growth hacking, c'est tout ce qui touche à utiliser des méthodes non conventionnelles pour attirer des clients, retenir des clients sur sa plateforme, les fidéliser et générer du revenu. Aujourd'hui, l'idée c'est de passer étape par étape, donc comment on passe vraiment de la douleur, donc d'une pain identifiée chez des utilisateurs à un produit, en passant de la douleur à l'idée, de l'idée au produit, du produit au produit de market fit qu'on définira après, du produit de market fit au revenu et après du revenu au passage à l'échelle. Pour commencer, du coup, je vais présenter juste les 3 produits rapidement. On a Prospecting. Prospecting, c'est un outil qui vous permet d'automatiser votre activité LinkedIn, donc tout ce qui est prospection, via un système de séquence, donc scénario. Vous arrivez, premier jour vous visitez, deuxième jour vous envoyez une demande d'invitation, puis vous envoyez une série de messages. Ce qu'il faut savoir, Benoît, c'est que ce produit, il est né parce que tu nous as prospecté sur LinkedIn. Donc pour l'histoire, Wapi, si vous cherchez Wapi sur Google, vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Au départ, c'était une app de conciergerie, donc rien à voir. On était dans le tourisme et on développait des features qui servaient à améliorer l'expérience client, principalement dans les campings. Ça n'a pas du tout marché. On a fait toutes les conneries possibles et imaginables. Et quand on travaillait sur ça, tu m'as prospecté pour me vendre ta formation et tu m'as mis dans une séquence LinkedIn que j'ai trouvé géniale. Bon, essentiellement parce que tu es très bon en copywriting. Et je me suis dit, c'est génial, comment on pourrait faire pour automatiser ce système de séquence. Et tant que ton prospect ne te répond pas, on va continuer de lui envoyer une série de messages jusqu'à ce qu'il te réponde. Et quand il répond, là, tu engages la conversation. Et donc, on a commencé à développer ça en interne. À ce moment-là, on n'est pas du tout dans ce secteur-là. Et en parlant à d'autres boîtes dans le secteur du tourisme qui nous ont dit, ah, mais votre outil, nous, ça nous intéresse, on aimerait bien l'essayer. Donc, on a développé rapidement une version qu'on a mise en bêta. Et on a eu tellement de traction qu'en fait, un mois et demi après, on a arrêté la première activité et on s'est lancé que sur ça. Et on en est là aujourd'hui. Et en développant 2 outils, un qui est d'abord dans le tourisme et un autre qui est dans le growth marketing, on s'est rendu compte que le process était exactement le même en fait. C'est-à-dire que peu importe le marché où tu es, si tu veux lancer un SaaS B2B, donc software as a service, donc tout ce qui est logiciel destiné aux entreprises,
c'est le même process pour passer de l'idée du problème au produit. Et donc, on s'est dit, bah, si c'est le même process, on peut le répliquer, on peut l'optimiser. Et donc, on peut lancer d'autres SaaS super vite avec un taux de succès qui est maximum. Et du coup, c'est vraiment l'idée de ce qu'on a envie de présenter aujourd'hui. Ça va être quelque chose d'assez niche, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le SaaS B2B, vous n'allez pas pouvoir utiliser tous les tips activables qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un paquet d'idées qui s'appliquent à tous les business. Donc, j'espère qu'il y a un maximum de monde qui tirera parti du truc. Déjà, c'est assez rigolo, justement, la jeunesse du truc. Je m'en souviens parfaitement quand tu m'avais contacté. Je t'avais envoyé un message. À l'époque, j'utilisais pas Prospecting. Et tu m'envoies un message peut-être un mois et demi plus tard où justement tu me proposes d'aller jeter un œil et tu me dis ouais, ça serait bien qu'on s'appelle parce qu'on est en train de travailler là-dessus, on aimerait bien tes feedbacks. Et à l'époque, tu m'avais pas dit justement que c'était suite à un message que je t'avais envoyé. C'est là qu'on voit la jeunesse d'une idée en fait. Et c'est là aussi qu'on voit un peu tout le parcours parce que vous avez une traction très très forte, mais derrière vous l'avez concrétisé. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est comment on passe justement d'une traction, on a ce qu'on appelle un product market fit, donc une proposition de valeur qui rencontre son marché, comment on arrive à le faire transitionner vers vraiment un produit en tant que tel qui tourne, qui se monétise et qui a une vraie croissance pour le coup monétisée quoi. Ça va être super intéressant et ça va aller un peu aux antipodes justement de ce qu'on a tendance à faire en France où on a une approche très ingénieriale où on va développer une technologie. On va se baser sur cette technologie, sur des usages identifiés de façon un peu instinctive de cette technologie pour ensuite en découler un targeting, un positionnement et essayer d'aller contraindre en fait le marché avec cette idée d'éducation de marché à adopter le produit. Ce qui pour le coup marche très rarement en fait. Vous avez une approche pour le coup complètement inverse et justement c'est ça qui va être super intéressant. C'est comment on transforme un besoin en produit et un produit en justement marché en croissance quoi. Exactement. Du coup, on va présenter un paquet de trucs aujourd'hui, mais comme on est ensemble, je pense qu'on fera un doc un petit article qui récap tout ce qu'on a présenté aujourd'hui à l'écrit, un peu tout le process, et je pense qu'on en fera un article de blog et il y aura un truc sur l'académie dispo à tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui. Pour faire écho au live de Grégoire d'Aboville sur le SEO, j'ai choisi de prendre un exemple. Ça va être, on va essayer de voir ensemble comment on lance aujourd'hui un logiciel de gestion de trésorerie. Donc, je suis parti d'un peu un besoin que nous on a identifié récemment et essayer de voir comment on va processer le truc et comment on va l'amener à un business qui scale. Donc, ça va donner quelque chose d'assez concret tout le long du truc. Donc, je l'ai appelé paymaster.com et c'est un outil de gestion de finances pour petites boîtes qui vous permet de catégoriser vos dépenses et de faire des dashboards qui vont permettre de reporter au niveau financier à vos investisseurs, à vos associés, à tous vos partenaires financiers. Un des trucs fondamentaux ce que tu disais en fait, il y a beaucoup de boîtes en France qui partent d'une idée et qui vont essayer de contraindre le marché, alors qu'en fait il faut vraiment partir de la douleur. Donc c'est vraiment le point de la douleur à l'idée et non l'inverse. Donc souvent quand vous partez, vous lancez un business, vous dites j'ai une super idée, je vais lancer un logiciel de trésorerie, ça va être magnifique, ça va être super ergonomique, ça va plaire à tous mes clients, alors qu'en fait vous n'avez pas identifié d'abord ce qui est la douleur. Donc quand j'entends douleur, c'est la différence entre lancer un business qui vend des vitamines et lancer un business qui vend des Doliprane, en fait. Dans le cas des vitamines, c'est super, mais vous allez devoir faire un effort marketing colossal parce qu'il n'y a pas de besoin. Vous ne résolvez pas une douleur. Alors que vous allez voir un mec qui a mal à la tête, vous lui vendez du Doliprane, il va vous acheter tout de suite, c'est évident. S'il va demander, c'est quand est-ce que le Doliprane est disponible? Parce que j'ai mal à la tête, j'ai besoin de résoudre ce problème. Donc, l'erreur à pas faire, c'est de pas partir du quoi, c'est-à-dire dans notre cas, par exemple, un outil de trésor simple qui donne de la visibilité aux petites boîtes sur leurs finances et qui permet facilement de générer un rapport. On va plus essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Pourquoi c'est une douleur et pourquoi quelqu'un va acheter notre produit? Pourquoi il va l'utiliser et comment on va faire pour que ça devienne viral et que ce soit un besoin pour lui de venir l'utiliser? Donc, dans le cas d'un logiciel de trésor, là, ça va vraiment être l'exemple qui va prendre la trame. Ça va être plutôt pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas générer un rapport financier en 3 clics. En fait, les outils de trésor, ils sont dédiés aux grosses boîtes. Il n'y a pas de catégorisation efficace. On va perdre du temps. Ça va surtout être du suivi de facture. Et en fait, là, nous, ce qu'on cherche, c'est résoudre ce problème qui est un problème personnel, hein, de pouvoir en quelques minutes générer des dashboards où sont mes postes de dépenses, comment ça a évolué par rapport au mois d'avant et comment je vais me positionner le mois prochain et établir mon prévisionnel de trésor. Donc vraiment, le point fondamental avant de lancer un business, c'est de chercher à valider son idée et tester en fait son product market fit. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire avant d'avoir un produit. C'est un truc qui est, comme tu disais, c'est pas couramment admis en France.
Et en fait, tu peux tester ton produit market fit avant même d'avoir un produit. Pour ceux qui voient pas à quoi ça correspond un produit market fit, comme tu disais, c'est un moment donné, il y a un produit qui répond à un besoin d'un marché. Donc, il y a vraiment une douleur et on va créer un produit qui correspond exactement aux attentes. Et quand on a un produit market fit, c'est assez binaire, en fait. Avant de lancer une boîte, on me disait, ouais, le produit market fit, tu verras, c'est quelque chose, tu l'as ou tu l'as pas. Je voyais pas comment ça pouvait être aussi binaire. Et en fait, il y a vraiment deux phases. Il y a vraiment la phase pré-product market fit et la phase post-product market fit. En pré-product market fit, tu vas pas du tout faire les mêmes choses. En tant qu'entrepreneur, c'est toi qui vas tirer le navire. Tu vas aller parler à tes utilisateurs, tu vas itérer sur ton produit, tu vas essayer de trouver qu'est-ce qui fait que ton utilisateur il reste. Et tu vas pas du tout te concentrer sur l'acquisition, tu vas vraiment tirer le navire. Et en fait, le jour où tu as le product market fit, c'est le navire qui te tire. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, tu es propulsé. Et en tant qu'entrepreneur, ton travail, c'est plus du tout de tirer le truc, mais de faire en sorte que ça casse pas parce que ça va trop vite. Donc, de faire en sorte de poser les fondations d'un truc qui passe à l'échelle. Et comme on dit, en fait, si tu te demandes si tu as un product market fit, tu l'as pas. Parce que quand tu l'as, tu le sais. C'est évident, tu le sais. C'est excellent cette analogie justement du bateau, parce qu'on essaie souvent de définir un petit peu ce qu'est le product market fit, et je trouve que les analogies, les images comme ça, les figures de style sont un excellent moyen justement pour faire passer une idée et des concepts, et je trouve que cette métaphore du navire est extrêmement pertinente. Et je rembobine un tout petit peu, parce que tu as parlé justement des business où tu vends du Doliprane ou des vitamines. C'est 3 typologies de business, donc painkiller, où là tu résous un problème vraiment urgent, super douloureux, etc., où tu vas vendre un Doliprane à quelqu'un qui a de la migraine, un business vitamine où tu vas du coup vendre un traitement de fond qui va pas résoudre un problème urgent, ultra douloureux, mais qui pourrait le devenir à terme, et un business candy où là tu vas vendre plutôt un confort, voilà, tu vas avoir un confort additionnel sur la base d'une problématique qui est pas ultra puissante, mais qui va avoir une certaine valeur ajoutée justement pour le confort de vie, etc., par exemple. Donc ces 3 grandes typologies de business, est-ce que c'est important justement en amont de savoir se positionner dans ces 3. Alors, c'est des stéréotypes de business, hein, pour le coup, il n'y a pas de. Mais est-ce que c'est important d'avoir déjà une petite idée, à ton sens, de comment on se positionne en tant que business, dans quelle typologie de produit on se place ou pas? Mais je pense que c'est important parce que tu vas pas du tout avoir la même stratégie en fait. Moi par exemple, ça m'intéresse pas. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de lancer un painkiller, vraiment un Doliprane, qu'une vitamine, parce qu'une vitamine, tu vas vraiment jouer sur la marque, tu vas jouer sur le marketing, tu vas faire des gros budgets ads. Souvent, ça va être du B2C, tu vas faire quelque chose en plus. Et c'est beaucoup plus dur à vendre. Après, si tu es très bon en marketing, ça va marcher. La notion de Doliprane, c'est quelque chose. En tout cas, je pense que pour un primo-entrepreneur, quelqu'un qui lance son premier business, il vaut mieux se lancer sur quelque chose qui tue une douleur plutôt que quelque chose qui apporte un confort ou qui vend des vitamines. Parce que ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus binaire. Tu as beaucoup moins de chances de te rater. Et surtout, avec ce qu'on va voir après, tu as beaucoup plus de facilité à déterminer s'il y a un produit de market fit en amont, avant même de développer ton produit. Après, ça va vraiment dépendre des appétences des entrepreneurs. Chacun est différent, donc il n'y a pas de vérité générale. Mais sur ce point-là, moi, en tout cas, en tant que primo-entrepreneur, je jouerais plus sur le painkiller. Et aujourd'hui, si on lance un nouveau produit, on sait en amont qu'il y a un produit de market fit. On ne développe pas un truc si on n'est pas sûr qu'il y a un produit de market fit. C'est perdre du temps, c'est perdre de l'argent pour juste rien, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on dit souvent passer de 0 à 1. Donc d'abord, on voit ce qu'on arrive à faire quand on est à 0 avant d'essayer de faire quelque chose de concret, quoi. C'est ça. Du Parfait. coup, pour déterminer un peu trouver son product market fit, il y a un truc qui marche super bien. Donc, je vais plus parler de business de B2B aujourd'hui que de B2C, parce que c'est pas du tout mon secteur d'expertise de B2C. Mais en B2B, ce qui est génial, c'est que vous avez LinkedIn. Et LinkedIn, c'est juste 700 millions de professionnels dans le monde qui ont des problématiques différentes et que vous pouvez cibler de manière ultra granulaire, de manière ultra précise. Donc, si vous avez une idée, là, dans notre cas, par exemple, on veut déterminer s'il y a un besoin. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, je rencontre un problème, c'est établir mes rapports financiers en 3 clics chaque mois. Et je me demande, est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ont ce même problème-là? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur LinkedIn et je vais chercher des entrepreneurs de boîtes similaires à la mienne, donc on va dire entre 1 et 10 employés. Je vais chercher sur les mots-clés CEO, dirigeant, PDG, et je vais arriver avec une approche en question ouverte où je ne vais pas du tout chercher à vendre, je vais chercher à comprendre. Est-ce que tu as le même problème que moi? Donc, l'idée, c'est de déterminer, est-ce que c'est un problème qui parle à la personne? Est-ce qu'il a un moyen de traiter son problème actuellement? Est-ce qu'il a déjà des outils? Qu'est-ce qui n'est pas résolu à l'heure actuelle? Donc, dans notre cas, par exemple, on va aller voir, on peut même pas besoin de le faire de manière automatisée, hein. Tu peux le faire de manière totalement manuelle. Et tu vas aller voir les personnes. Voilà, je suis en pleine réflexion, j'aurais besoin de votre avis de dirigeant. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué d'établir un
hyper compliqué et chronophage d'établir un rapport financier chaque mois. Est-ce que c'est une problématique qui vous parle? Et aujourd'hui, comment vous l'avez résolu? Et tu vas essayer d'engranger un max de données qui est plutôt de la donnée qualitative que quantitative. Je suis pas fan des formulaires. Formulaire, c'est très impersonnel. La personne, elle va cocher des QCM, tu vas la faire entrer dans une case. Là, ce que tu veux, c'est vraiment des mots-clés que tu vas réutiliser après sur tes landing pages et sur ton produit. Quels sont les trucs les plus importants chez ces gens? Et tu peux tester différents personas tout de suite, différentes approches, et tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui fait mal dans ton audience sur cette thématique de la logiciel de gestion et comment on va lui résoudre son problème à terme. Donc, ce qui peut marcher aussi, c'est d'aller chercher des échanges téléphoniques après. Ça dépend aussi, t'es pas obligé de faire 100 calls, mais on va dire que tu peux tirer de la donnée intéressante aussi en ayant des échanges directs. Et ensuite, on va essayer de voir, à partir de ces retours-là, est-ce qu'il y a un truc significatif qui fait que je pense qu'il y a un produit market fit? Et nous, avec l'expérience, on sait dire en amont s'il y a un produit market fit. On a quelques indicateurs. Le plus évident, c'est tu vas interroger ces gens-là et tu leur dis, j'ai peut-être une solution que je suis en train de développer. Et dans la semaine qui suit, tu as des gens qui t'ajoutent sur LinkedIn et te disent quand est-ce que ça sort. Ça, c'est le truc fondamental. Si tu as ça, tu as un produit market fit, c'est tu as déjà cette croissance organique où ton produit n'existe pas et juste sur ta proposition de valeur, il y a des gens qui en parlent à d'autres. Et ces autres personnes viennent te voir pour savoir quand est-ce que ça sort. Si tu as ça, tu as un produit market fit, c'est quasiment sûr. Après, tu as d'autres petits indicateurs. Est-ce que les personnes demandent des features? Tu discutes avec eux. Ah, mais j'aimerais savoir, est-ce que votre tool il va faire ça? Où est-ce que je peux m'inscrire? Où est-ce que je peux voir un petit peu votre site? Et un dernier indicateur qui marche super bien, qui est assez paradoxal, c'est des gens qui râlent. Ça va être peut-être plus quand tu as ta première version de produit. Et quand tu as des gens qui râlent, ça veut dire que tu as des gens, tu as un principe de base, c'est que tes utilisateurs, ils s'en foutent de toi. La plupart du temps, tes utilisateurs, ils s'en foutent de toi. Et si tu as des gens qui râlent, c'est qu'il y a des gens qui pensaient trouver un truc dans ton produit, donc ils ont un problème, et ton produit le résout pas parfaitement. Et ça veut dire qu'il y a toujours un problème à résoudre et que juste ça ne le résout pas et ça les énerve que ton produit ne résolve pas ce qu'il a proposé. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement un produit de market fit. C'est assez paradoxal comme concept, mais on a réalisé ça assez récemment. Typiquement sur Podawa, quand on a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, on a une vague d'utilisateurs qui arrivent au support et qui râlent. Et ça, pour nous, c'est un indicateur du produit de market fit. Le produit, ils en ont besoin, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de contre-intuitif, mais la pire chose pour un business, c'est l'indifférence en fait du marché. Si on laisse quelqu'un de marbre, de toute façon, si on crée absolument aucune émotion chez lui, qu'elle soit positive ou négative, de toute façon, on arrivera à rien en fait. C'est aussi le côté avoir peur de se mouiller un petit peu, sur lequel se heurte pas mal de monde. Et clairement, ouais, la frustration, c'est un super signe qu'on est sur quelque chose, qu'on fait toucher du doigt à quelqu'un une solution et qu'on la délivre pas comme il faut, en fait. Donc ouais, c'est très très pertinent. C'est ça. Du coup, une fois que tu as fait toute cette démarche de contacter, tu as contacté une centaine de personnes, tu as noté des retours, tu as deux possibilités. Soit tu penses qu'il y a un produit de market fit, soit tu penses qu'il n'y en a pas un. S'il n'y en a pas, tu as peut-être mal identifié ta cible, donc tu peux aller tester d'autres personnes. Dans notre cas, par exemple, peut-être qu'en fait, c'était pas les startups de 1 à 10 personnes, mais plutôt des boîtes qui sont une cinquantaine, qui ont déjà un CFO, qui ont déjà des investisseurs, etc. C'est peut-être eux qui ont ce besoin-là. Donc, tu vas pouvoir itérer sur la personne. Peut-être que tu as mal identifié le problème, donc peut-être qu'en fait, c'est pas exactement ça ce que tu souhaitais faire. En fait, ils utilisent déjà un logiciel de trésor et ce qu'ils veulent juste, c'est avoir de l'analytics en plus, ou tu vas avoir différentes possibilités. Ou alors, il n'y a pas de produit de market fit. Ça, tu peux rien y faire. Ton problème n'est pas partagé par d'autres personnes. Du coup, la solution que tu vas proposer, elle va pas correspondre. Dans ce cas-là, soit tu es un entrepreneur qui vient pour résoudre un problème, et dans ce cas-là, tu retournes à ton activité de base. Soit tu es un entrepreneur qui vient pour résoudre des problèmes, c'est-à-dire que tu as absolument envie de monter un business et tu cherches peut-être que dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, il y a peut-être un autre problème en fait qui n'est pas résolu. C'était peut-être pas celui que tu avais en tête au départ, mais c'est pas grave, tu as un truc qui est remonté dans tes interviews et il y a un autre problème identifié et tu vas essayer de le résoudre. Moi, personnellement, s'il n'y a pas de produit de market fit, nous, on n'a pas de produit de market fit, on lance pas un produit, il n'y a pas d'intérêt. Donc, quand on lance, on va être sûr qu'il y a un produit de market fit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partagent le problème et qui montrent de l'intérêt pour une solution potentielle.